Allez, on va simuler donc l'achat régulier d'un ETF et l'achat unique d'un ETF et des autres choses en utilisant les backtests. Allez, je vais partager mon écran avec vous maintenant. On va aller sur les sites des Corvaux. Maintenant, vous avez déjà la base théorique, vous connaissez très bien. Je vais augmenter la taille de mon écran avec vous ici. Ça, c'est les sites backtest Corvaux. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc ici, vous avez mes portefeuilles. Vous avez des portefeuilles déjà construits. Allez, vous pouvez même devenir ici et créer, ajouter un portefeuille. On fera ça tout à l'heure. D'abord, allez, on va faire ça maintenant. On suppose que vous voulez simuler, donc ajouter un portefeuille. On suppose que vous voulez savoir, étudier en fait. On va étudier ici ensemble un ETF monde. Donc, je tape ici Word. Normalement, vous devez taper en anglais. Donc, écrire les mots en anglais. Je vais chercher ici, par exemple, un Amundi ETF Word. Donc, dividende réinvesti. Pourquoi pas? Comme ça, on utilise un émetteur français. Donc, on va appeler ici ETF Monde. Un investissement ETF Monde. On suppose dans ces cas, d'abord, après je vais créer un portefeuille plutôt complet, on va commencer par la création d'un ETF, d'un portefeuille avec un seul ETF monde. Normalement, les gens vont utiliser ça pour faire des investissements pour la retraite, vont investir pour ses enfants, un simple ETF monde, pourquoi pas. Donc, vous cliquez sur sauvegarder et voilà. Maintenant, c'est déjà disponible l'analyse. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a plusieurs informations, mais avant de venir vers les bas pour montrer les informations, il faut que je vous montre cette partie-là, paramètres. Cliquez sur ces boutons verts et là, on va choisir la période de simulation. Vous voyez que pour l'ETF monde, on a des données de 1978 jusqu'à 2024. C'est énorme. Il y a plus de 40 ans des périodes d'investissement qu'on peut analyser. Ensuite, on va jouer sur ces périodes-là. On peut choisir la devise, euro, livre sterling ou sinon dollar. Je vais laisser un euro. C'est notre devise de base en Europe. On peut choisir montant unique d'investissement ou sinon récurrent. Et je vais changer ça tout à l'heure également. Et les frais de transaction, vous pouvez ajouter par exemple 1 euro par achat si vous utilisez un courtier qui les transactions sont d'environ 1 euro par exemple. Je vais laisser ici tenir compte les TR des fonds. Donc normalement les ETF ont petits frais. Je laisse ça choisi comme oui. Comme ça, il va ajouter déjà ces petits frais. Vous pouvez ajouter des frais de gestion ou ce que vous voulez ensuite. Regardez ici en bas. Donc on va commencer avec ça. On va simuler de 1978 à 2024. Ah Michael, mais ça fait trop longtemps. Ça fait 40 ans d'investissement. Peut-être que ça va être biaisé. C'est pas tout le monde qui a une période de si longtemps. On va changer ça tout à l'heure. Et je vais commencer avec un montant unique de 10 000 euros investis. Quelqu'un a investi 10 000 euros en 1978 et cette personne a attendu jusqu'à 2024. Qu'est-ce que ça donne? Je clique sur paramètres pour faire monter cet onglet-là. Et voilà. Ici, vous avez les graphiques. Donc, les graphiques avec la baisse de la bulle de l'Internet des années 2000, la baisse de 2008, ensuite la hausse énorme qu'on a eu depuis 2010. Ça a été impacté en 2020 par les Covid et ensuite la reprise. On est sur les sommets historiques. N'oubliez pas qu'il y a des gens qu'on perd de sommets historiques, mais à chaque journée, on touche les sommets historiques si on veut que la bourse progresse sur les longs termes. Entre 2010 et 2020, la bourse a touché les sommets historiques plus de 500 fois. Donc, ça, c'est normal. Regardez ici. Donc, après cette période, à nouveau, de 1978 à 2024, donc ça fait 46 ans des périodes d'investissement, on a 10 000 euros investis, ce sont devenus 780 000 euros, avec une croissance annuelle de 10,13% par an. L'écart type, c'est la volatilité. Donc, par an, ça peut bouger 15% vers les bas ou vers les hauts, c'est normal. On a des crises, après on a des périodes haussières, etc. Et les ratios Sharpe, je vais laisser pour expliquer ça sur un autre moment, ça mérite un live qui est pour ça. Ensuite, il va montrer quelques formules mathématiques, vous n'avez pas besoin de connaître ça. Et ici, on tombe sur l'onglet rendement. Il va vous montrer les performances positives et les performances négatives. Surtout, il va afficher les meilleures années et les pires années de l'historique. Vous pouvez même télécharger l'image ici en cliquant sur PNG par exemple. En bas, on a les histogrammes des rendements. C'est quoi l'histogramme? Ça montre la probabilité d'être positif ou négatif avec un investissement. Donc, ça va afficher la fréquence et la distribution de chaque retour annuel. Donc, ici, il est écrit les portefeuilles ont gagné de l'argent pendant 33 ans dès l'année, en fait, d'un total de 45 années d'investissement. Donc, 33 ans positifs par rapport à 45 ans des périodes d'investissement. Ça donne 73% des années positives, c'est que c'est top. La majorité des performances boursières vont avoir plutôt 70, 80% des années positives sur les longs termes. Ici, plus en bas, vous avez l'histogramme des rendements mensuels. C'est moins intéressant. Regardez une longue période avec des rendements mensuels, c'est beaucoup moins intéressant. Donc, je descends. Et vous avez l'impact de l'inflation dans la période ici. Donc, vous avez la croissance de la période, de l'inflation cumulée. Et plus intéressant encore, c'est la valeur nominale et la valeur réelle
réel. Donc 10 000 euros en 1978 sont devenus en 2024 presque 700 000, bon, un peu plus de 700 000 euros. Mais en fait, en comparant avec les pouvoirs d'achat des années 80, des années 78, ça, c'est devenu en fait 185 000 euros. Donc en fait, multiplication par 18 des valeurs réelles. Donc vous voyez ici, taux de croissance annuel nominal, 10%, mais taux de croissance réel. Pourquoi? Donc ici, on va compter déjà l'inflation annuelle, la perte de pouvoir d'achat. En moyenne, la perte de pouvoir d'achat, c'était de 3,19%. Donc on va choisir, on va en fait prendre la valeur nominale et on va déduire l'inflation pour arriver à la croissance réelle de l'investissement. C'est intéressant à regarder. Ici, vous avez les périodes de baisse plus importantes. Donc, la période de baisse la plus importante a duré 13 ans. Pourquoi 13 ans, Michael? Parce que la personne elle a fait un achat unique ici. Nous sommes en train de regarder un achat unique en 1978. Donc, vous avez une période de 13 ans de baisse ici, ce qui ne sera pas le cas si vous faites des achats réguliers. Là, il y a un gros avantage des achats réguliers dessus. Donc, la perte maximale sur un an, vous avez ici les pourcentages. Ici, c'est très intéressant. Ça montre l'horizon des placements minimal. Donc, si vous cliquez sur calculer, ça va mettre quelques secondes et ça va vous montrer les taux de réussite de ces portefeuilles. Par exemple, avec un achat unique, vous devez atteindre, d'après les simulations, 10 ans pour avoir 90% des sûretés de sortir positifs. Même s'il y aura des crises la moitié du chemin, il n'y a pas de souci. Donc, l'horizon des placements minimal recommandé, c'est 10 ans. Parce qu'avec 10 ans, vous avez 90% des probabilités de sortir positifs. Un peu plus en bas, vous allez voir les frais de transaction, l'impact qu'il y a sur les investissements. Et ici, plus en bas, les prévisions. Donc, il va utiliser 5 niveaux de prévisions. Superbe avec la meilleure période possible de l'historique boursier. Bon, avec une période qui va battre 84% les autres rentabilités de marché. Moyen, donc ça veut dire que c'est une rentabilité bien à la moitié, moyenne. Donc 50% des gens vont faire un petit peu plus, 50% des gens vont faire un peu moins. On peut interpréter comme ça, je ne vais pas rentrer dans la mathématique ici. Mauvais, donc vous allez avoir une mauvaise performance par rapport à la majorité des gens et très mauvaise. Je considère que vous devez toujours regarder la valeur moyenne. Donc qu'est-ce qu'il y a ici en bas? Je vais demander de calculer. Ça prend quelques secondes, mais ça va me montrer la prévision basée sur les données historiques. Donc voilà, si on passe la souris ici sur la valeur moyen, et vous avez en bas les tableurs, on a donc qui est la rentabilité moyenne pour quelqu'un qui a commencé en 78 jusqu'à 2024 était de 10,14%. Sauf que si la personne elle fait partie des plus chanceuses, elle va avoir 13,21% et si elle est mauvaise, 7,40%. Elle a commencé à investir sur une mauvaise période ou si elle a placé un peu plus d'argent sur une mauvaise période, etc. Normalement, on doit considérer la valeur moyenne. Maintenant, on va faire ces petits tours à nouveau, mais on va changer une chose très importante. À la place de faire un montant unique, on va choisir un montant récurrent, des achats réguliers comme la majorité des gens les font. Donc, n'oubliez pas, juste un petit récap ici. Avec un achat unique en 78, la personne a fait 10,13% de rentabilité annualisée. Si je viens sur les paramètres échange vers un achat récurrent, allez, un achat récurrent de 1000 euros par mois, par exemple, qu'est-ce que ça va changer? Donc, je ferme les paramètres. Regardez que la rentabilité tombe à 5,63. Et Michael, comment ça tomber de 10 vers 5,6? C'est tombé à la moitié la rentabilité. Regardez que dans ces cas, la personne elle a investi de sa poche 543 000, mais elle a rentabilisé à la fin 6 millions, presque 6 millions et demi. Mais pourquoi ça tombait à 5? Parce que quand vous faites des achats réguliers, comme j'avais expliqué, les achats que vous faites au début, ils vont rentabiliser pendant 40 ans, pendant 30 ans. Mais vous faites des achats réguliers encore en 2010. Ça a commencé en 78. Quand vous faites des achats en 2010, de 2010 à 2024, ça va rentabiliser seulement pendant 14 ans, pendant 10 ans. Les achats que vous faites en 2015, ça va rentabiliser pendant 9 ans. Les achats en 2020 vont rentabiliser pendant 4 ans. Donc, regardez qu'avec des achats réguliers, il y a un inconvénient qui est toujours la rentabilité réelle, la rentabilité annualisée va être inférieure sur le long terme par rapport à quelqu'un qui fait un achat unique. Si vous regardez sur des périodes de 15 ans, 20 ans, 25 ans, ce sera toujours le cas. Parce que quelqu'un qui fait un achat unique, il a fait un achat et cet argent va rentabiliser de la première journée jusqu'à la dernière avec des achats, avec des intérêts composés. Par contre, quelqu'un qui fait des achats réguliers, les premiers achats vont rentabiliser pendant toute la période, mais les derniers achats vont pas rentabiliser pendant toute la période. Donc ici, nous trouvons 5,63. Ah, et ici, avant que j'oublie, une chose
intéressante aussi à remarquer. Comme vous savez, j'ai fait la défense d'aucune stratégie d'investissement. Il y a des stratégies qui s'adaptent à tout le monde. Pour certains, l'ETF est plus intéressant. Pour certains, la stratégie à dividende, c'est plus intéressant. Pour certains, les stratégies small cap. Mais il y a certains sur YouTube qui insistent que la stratégie ETF, c'est la meilleure qui existe parce que c'est passif, parce que c'est difficile de battre les marchés, etc. Mon ami, si vous achetez 8, 10, 12 sociétés qui payent des dividendes il y a 30 ans, 40 ans et qui payent une moyenne de 5% par an déjà, vous allez battre l'indice monde qu'on vient de simuler facilement. Juste la rente passive qu'elle paye, ça fait déjà la rentabilité moyenne historique, sans compter la performance que l'action peut avoir, la plus-value qu'elle peut gagner. Normalement, je peux parier ici avec vous. Je peux parier. Vous pouvez aller sur YouTube et chercher sur des autres chaînes. Quand les investisseurs qui font la défense d'une stratégie ETF pure, quand ils font la défense de leur stratégie ETF, ils toujours vont montrer la rentabilité de l'achat unique. Ils vont toujours montrer quelqu'un qui investit en 1990 jusqu'à 2024 avec un achat unique. Ils vont jamais vous montrer les achats réguliers. Avec des achats réguliers, la rentabilité sera plus petite. C'est normal parce que l'argent, il va rentabiliser chaque achat mensuel, va rentabiliser pendant une période différente, comme je viens d'expliquer. Les derniers achats n'auront pas assez de temps pour faire l'effet boule de neige. L'argent investi au début, oui. Donc, avec une stratégie simple des rentes passives, vous pouvez battre déjà les principaux indices si vous considérez les achats réguliers. Bref, je vais augmenter l'écran à nouveau. Donc ici, vous avez les taux de croissance composés. J'ai des simples et plus. Vous avez ici les rentabilités positives et négatives. Et information intéressante, même avec des achats réguliers, ça donne la même performance par rapport les années. Ça veut dire 73% des années sont positives. On descend un peu plus en bas, les rendements mensuels, ça ne nous intéresse pas. L'impact de l'inflation ici, c'est intéressant à regarder. Donc, dans ces cas, la personne a rentabilisé 2,58% positif. Donc, ça veut dire des rentabilités réelles. Donc, la rentabilité nominale des 5,63 moins l'inflation, ça donne la rentabilité réelle, 2,58. Vous dites, ah, mais quel 2,58 réel, c'est rien. Non, dans l'historique de la bourse, la rentabilité réelle au-delà de 2%, 2, 4, 5, 6, 7. Évidemment, 5, 6%, c'est top réel. Mais à 2, 3%, c'est normal sur beaucoup des pays. Hein. Parce qu'en fait, la valeur nominale sera toujours beaucoup plus élevée. Okay? Ce qui intéresse, c'est de battre l'inflation déjà et encore gagner quelque chose. Si vous faites rien, vous allez perdre déjà pour l'inflation. Si vous investissez de mauvaise façon, vous allez au moins battre l'inflation. Et si vous gagnez quelque chose au-delà de l'inflation, ça, c'est vraiment investir. C'est gagner de l'argent. Donc ici, vous avez les principales baisses. Donc, vous avez la période d'abaissement la plus longue, ça durait 12 ans dans ces cas. Donc, un an moins que l'achat unique. Vous allez voir qu'ici, on va faire un portefeuille avec beaucoup d'ETF, un peu plus diversifié. Ça va diminuer énormément ces risques-là. Et nous allons calculer l'horizon des placements minimal. Avant, on avait 10 ans pour avoir 90% des probabilités de sortir positif. Maintenant, nous avons ici plutôt 7 ans, entre 5 et 10 ans, donc plutôt 7 à 8 ans, nous avons déjà 90% des probabilités de sortir positif. Donc, ça veut dire, si on fait des achats réguliers, normalement, on a moins de risques parce qu'on peut diminuer l'horizon d'investissement et continuer avec une forte probabilité de sortir positif des investissements. Ici, vous avez les frais de transaction et un peu plus en bas, vous pouvez calculer les prévisions basées sur les données historiques. Donc, j'ai cliqué ici, ça va charger. Voilà, donc nous avons les tableurs. Rentabilité des croissances moyennes, 6,15% par an. Évidemment, maintenant, je vais faire la même chose, mais on va changer les périodes. Regardez, je peux biaiser les résultats. C'est pour ça que je vous dis, faites attention qui vous écoutez sur YouTube. Je peux faire la défense féroce de la stratégie ETF en simplement montrant ça. Regardez, je vais choisir 2010 et je vais choisir 2020 ou même 2024, pas de problème. Avec un achat unique. Regardez, j'ai choisi quelle est la principale période haussière de la bourse. J'ai choisi 2010-2024, la période la plus haussière qu'on a eue sur les dernières décennies. On va trouver 11% de rentabilité positive, même avec un achat unique. Si on fait des achats récurrents, on va tomber sur 6,35. C'est ça que vous devez être critique. Quels sont les chiffres affichés? Pourquoi les gens ne montrent pas les achats réguliers si la majorité des investisseurs font des achats réguliers? C'est la question que je vous pose. Est-ce qu'en choisissant une société sans dette, en choisissant une société rentable, en choisissant une société, pourquoi pas, qui paye de la rente passive,
négative. Vous pouvez pas faire un 6% par 1, mais les gens insistent à dire que c'est impossible de battre les marchés parce que les marchés fait 11% par 1, 12% par 1. Bien sûr que ça fait 11-12 avec un achat unique, avec une période de hyper long terme. Sauf que 99% des particuliers font des achats réguliers, font pas des achats uniques. Ici, je vais augmenter un peu la taille. Voilà, donc vous pouvez jouer avec les périodes, évidemment. Je peux choisir une mauvaise période aussi. Par exemple, si j'ai choisi l'année 2000 jusqu'à 2009, par exemple, la période de la bulle de l'Internet et aussi la crise des subprimes immobilières américaines, on va tomber sur des terribles périodes négatives. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai choisi la pire période possible. Et c'est pour ça que vous devez avoir un horizon de long terme. Quand nous montons au-delà des 12 ans, 10 ans d'investissement, la probabilité de ne pas sortir positive, ça diminue énormément. Même avec des ETF, comme je vous montre. Okay? Allez, je vais cliquer sur comparer et vous pouvez comparer. À ce moment, nous avons un ETF monde. On peut comparer, par exemple, avec l'ETF Lixer Stocks Europe 600 Personal and Household. Michael, qu'est-ce qu'il y a dans cet ETF? Dans cet ETF, il y a les principales sociétés de luxe et de consommation des bases de l'Europe. C'est un ETF européen que j'aime énormément. S'il fallait placer mon argent sur un ETF européen, j'ai fait des achats indirects, j'achète mes sociétés, mais s'il fallait placer un ETF sur le long terme, j'aimerais bien placer mon argent sur cet ETF-là. Donc, vous pouvez cliquer sur un autre ETF, celui des luxe, et comparer par exemple avec l'ETF monde. Vous cliquez sur les deux et donc vous allez avoir les comparatifs. Voici les graphiques des deux. Regardez, si j'ai choisi la période ici, les données historiques sont affichées de 91 à 2024 et donc l'ETF luxe Europe a battu largement l'ETF monde. On a une rentabilité de 9,77 pour l'ETF Europe des luxe contre 8,14% pour l'ETF monde. Mais vous pouvez simuler si vous voulez à la place d'utiliser montant unique des achats récurrents. Et avec des achats récurrents, qu'est-ce qu'on a? On a 5,70 pour l'ETF luxe contre 4,78 pour l'ETF monde. Ok? Ah, Michael, mais on va changer les périodes. Ici, c'est trop longtemps. Et on va faire en 2010, quelqu'un qui a commencé en 2010 jusqu'à 2024. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que ça donne? Des achats réguliers entre 2010 et 2024 pour les deux. Bon, là, dans ces cas, l'ETF monde a battu l'ETF luxe. Doucement, 4,61 pour l'ETF luxe contre 6,39 pour l'ETF monde. C'est une différence pas négligeable quand même. Je peux choisir une autre période. Je peux choisir la période, allez, entre les années 2000 et 2010 pour vérifier la période des baisses de marché. Qu'est-ce que ça donnait? Dans ces cas, l'ETF luxe a battu avec 3,64 positifs contre une période négative de l'ETF monde avec des achats réguliers. Ah, et qu'est-ce que ça donne avec un achat unique? Vous allez trouver ici positif pour l'ETF des luxe et négatif pour l'ETF monde. Bref, vous pouvez jouer énormément et comparer les résultats, même les résultats mensuels des rendements. Vous pourrez comparer les principales baisses que les deux ont subies pendant cette période. La perte maximale sur un an, c'était sur l'ETF monde et pas sur l'ETF des luxe. Vous pouvez regarder la période d'investissement ici. Et bref, vous pouvez comparer à beaucoup d'ETF. Ah, Michael, mais je vais simuler mon vrai portefeuille. Qu'est-ce que j'ai fait? Mes amis investisseurs, n'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, vous avez donc mon e-book pour commencer à faire l'analyse fondamentale d'action. Et surtout, vous avez les liens de la liste d'attente pour ma communauté d'investissement, la plus complète de la France. Il y a un module, juste un module d'ETF qui vaut beaucoup plus que des formations qui coûtent 2 ou 3 000 euros sur les marchés par l'ETF. Il y a rien de plus complet. On a des modules d'analyse fondamentale. Vous avez accès à mes achats réguliers, mes vrais achats. Bref, les liens de préinscription est dans la description de cette vidéo. Je vous attends pourquoi pas dans un prochain groupe d'investisseurs.